Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents ici et d'être présents aussi en ligne et en direct. Donc, ce vendredi 4 mars, c'est la journée mondiale de l'obésité et pour l'occasion, l'équipe pluridisciplinaire du Centre de l'obésité du RHNE a décidé d'organiser cette conférence pour parler de la maladie de l'obésité, pour évoquer la prise en charge des patients au centre de l'obésité et bien sûr pour répondre à toutes vos questions. Donc, à partir de maintenant, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse qui figure sur le bandeau de la chaîne YouTube et nous allons y répondre dans la dernière partie de cette conférence. Alors, on va passer aux présentations. Alors, nous aurons ici le professeur Marc Voret, qui est chirurgien et médecin-chef du département de chirurgie. Le docteur Alain Sadi, médecin-chef spécialiste de chirurgie et de chirurgie viscérale. La doctoresse Chrysoula Papastati, médecin-chef adjointe et spécialiste en endocrinologie. Noémie Jean-Richard, qui est diététicienne. Jonas Waldiek, qui est psychologue. Pierre Collin, qui est physiothérapeute. Et Aude Guillet, qui est une patiente du Centre de l'obésité et qui viendra nous parler de son expérience, de son vécu et de son parcours. Alors, cette conférence va être divisée en plusieurs parties. D'abord, nous allons évoquer la situation de l'obésité en Suisse, de ce qu'est la maladie de l'obésité, de ses implications psychologiques. Puis nous allons évoquer les différents traitements, qu'ils soient conservateurs, qu'ils soient chirurgicaux. Nous parlerons de la chirurgie bariatrique, des suites opératoires et des bénéfices pour les patients. Et puis enfin, nous allons évoquer le rapport à l'alimentation et bien sûr l'importance de l'activité physique. Alors je vous rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse qui figure sur le bandeau. Alors, on va commencer avec vous pour évoquer la situation de l'obésité en Suisse. Est-ce que vous pouvez nous brosser un portrait? Merci beaucoup, Clémence, pour cette introduction et surtout, merci de nous laisser l'opportunité de s'exprimer aujourd'hui autour de cette maladie chronique qui a une nature assez complexe et qui est récidivante. Donc, comme vous le savez, l'obésité aujourd'hui a pris une dimension pandémique dans le monde entier. Malheureusement, la Suisse n'a pas été épargnée. Les données les plus récentes que nous possédons viennent d'une enquête suisse qui a été menée par l'Office fédéral de la santé suisse en 2017 et qui montre que le 11% de la population adulte suisse est touchée par l'obésité. Et quand on regarde le surpoids, donc ça veut dire les gens qui ont une certaine corpulence, là le pourcentage encore plus élevé est le 31% de la population adulte suisse, toujours, est touchée par le surpoids. Même si ces chiffres nous semblent un peu faibles par rapport à nos pays voisins qui sont touchés beaucoup plus de l'obésité, il faut tenir en compte que malheureusement, la tendance pour la population adulte en Suisse est toujours ascendante. Ça veut dire qu'aujourd'hui, très probablement, l'obésité est plus forte que le 11% qui a été cité en 2017. Il y a quand même un point positif qu'il faut soulever que le taux de l'obésité infantile, donc l'obésité chez les enfants, a une tendance de se stabiliser depuis quelques années. Chez les enfants, c'est les 6% qui sont touchés. Ensuite, si on regarde un peu les caractéristiques démographiques, on peut observer que finalement, ce sont les hommes qui sont plus touchés par le surpoids et l'obésité, contrairement à une croyance assez répandue que sont surtout les femmes qui sont touchées par l'obésité. Finalement, ce sont les hommes en Suisse. Après, il faut aussi dire qu'autrefois, on pensait que l'obésité touchait plus souvent les couches de la société, on va dire, un peu plus défavorisées. Mais aujourd'hui, finalement, on voit que le mal s'est quelque part démocratisé et il touche toutes les couches de la société. Donc voilà la tendance statistique. Je voudrais aussi préciser que nous parlons là de la maladie d'obésité, mais il ne faut pas oublier que l'obésité induit plusieurs complications. Il y a environ 22 pathologies qui sont associées à l'obésité qui peuvent être de l'ordre métabolique, mécanique ou psychique. Et là, la prévalence en Suisse suit exactement le cours comme dans les autres pays. Donc, nous avons une forte prévalence de diabète de type 2, d'hypertension artérielle, de syndrome d'apnée du sommeil, donc les complications de l'obésité. Il y a un autre point important à soulever que 40% des cancers
diagnostiqués dans l'Union européenne sont associés à l'obésité aujourd'hui. Et on a vécu aussi ces 2 dernières années la pandémie de Covid. Nous avons vu qu'il y a une association effectivement chez les patients qui ont développé une forme sévère de Covid avec l'obésité. En effet, notre centre était le premier à déclarer les personnes en situation d'obésité comme personnes vulnérables. Et en effet, nous avons vu qu'une personne sur 2 qui a été hospitalisée souffrait d'obésité. Et les études ont mis en évidence que l'obésité était le 2e facteur le plus déterminant pour le patient hospitalisé après l'âge. Finalement, tous ces facteurs vont faire que quand nous souffrons de cette maladie, l'espérance de vie va être diminuée d'environ 8%. Et juste un point que je trouve très intéressant pour conclure, c'est que quand on regarde le coût du surpoids et de l'obésité en Suisse, on a des données qui viennent de 2012 qui nous disent que nous donnons environ 8 milliards par année. Mais quand on regarde où est-ce qu'ils vont ces 8 milliards, on voit que finalement pour traiter l'obésité, nous consacrons uniquement le 1% pour le médicament et pour la chirurgie bariatrique. Les 60% vont aller pour traiter les complications d'obésité et pas l'obésité elle-même. Et le reste, ça va être pour la baisse de performance et l'absentéisme au travail. Donc ça, c'est important à dire parce que si nous parlons finalement de traitement de l'obésité, il faut aller à la racine du problème et commencer à traiter plus souvent la maladie et pas arriver jusqu'à ses conséquences. Justement, avant de parler du traitement, je tenais juste à signaler que si on a enlevé les masques, c'est parce que nous respections la distance. Voilà, j'ai oublié de le dire avant. Justement, parlons de traitement. On parle de traitement conservateur. Qu'est-ce que c'est? Alors, le traitement conservateur, c'est le médicament. Donc, avant de vous présenter un peu ce qu'il est disponible aujourd'hui en Suisse, il faut se poser une question fondamentale si on peut traiter l'obésité. Parce que on peut imaginer que si le taux d'obésité a augmenté aujourd'hui, c'est quelque part parce que le programme de prévention que nous avons mis en place, on était inadéquat forcément pour traiter l'obésité. Donc il faut faire la distinction entre la prévention et le traitement de l'obésité. Pour traiter l'obésité, nous avons aujourd'hui 2 options thérapeutiques, donc les traitements médicamenteux et après les traitements chirurgicaux. Avant de vous donner plus de détails sur les traitements conservateurs, donc le médicament, il faut dire que les 2 options s'intègrent dans une prise en charge pluridisciplinaire. Et ça, c'est important de le signaler parce que finalement, si on est opéré ou si on s'oriente vers un traitement conservateur, l'obésité va récidiver parce que c'est une maladie complexe. Et si elle est complexe, mais il faut la traiter comme telle, donc nous sommes plusieurs disciplines ensemble qui vont traiter de manière coordonner la problématique d'obésité avec un suivi à long terme pour garantir qu'il n'y aura pas de récidive. Alors, les objectifs du traitement, bien sûr, c'est la perte pondérale, les améliorations de la santé, mais c'est aussi l'amélioration de notre relation avec l'alimentation qui est souvent conflictuelle. Et après, de retrouver le plaisir pour se mettre au sport. Alors, nous avons 2 options thérapeutiques. Le médicament disponible aujourd'hui en Suisse, ce sont les analogues du récepteur du GLP-1, qui est un enzyme qui est fabriqué dans notre corps après un repas, mais que nous avons fabriqué dans le laboratoire en concentration plus forte et surtout, il dure plus longtemps que le GLP-1 humain. Il y a plusieurs molécules qui ont été développées, que nous utilisons déjà en diabétologie, dont le liraglutide que nous utilisons pour l'obésité. Et c'est le médicament qui est remboursé aujourd'hui en Suisse. Ces médicaments proposent une perte pondérale de 11%. Ça peut aller plus haut chez les personnes qui répondent encore mieux. Ils s'intègrent, comme je vous ai dit, dans une prise en charge pluridisciplinaire. Il faut dire que quand nous avons une diminution durable de poids de 10%, nous pouvons déjà observer des améliorations au niveau santé.
Et nous avons déjà une autre molécule qui arrive à la fin de cette année, le semaglutide, qui ça va être une injection de nouveau, mais une fois par semaine, qui promet des résultats encore plus optimistes avec une réduction pondérale de 20%. Donc ça peut être une bonne option thérapeutique et surtout parce que c'est aussi la manière à inviter les gens qui partaient sur un régime ou sur le moyen autre pour perdre de poids, mais de les intégrer à une prise en charge pluridisciplinaire. Merci. Jonas Valiek, vous êtes psychologue. On va évoquer un petit peu avec vous justement cet aspect psychologique. Donc, quelle est l'importance du psychisme dans la prise de poids? Alors, j'aurais envie de dire, avec voilà, l'expérience clinique qu'on a aussi dans le centre, et puis la littérature qui, au final, documente ça assez bien, eh bien, le psychisme a son importance. Maintenant, avant peut-être d'exemplifier un petit peu ces différentes dynamiques, commençons par dire que le surpoids, l'obésité n'est pas un choix. Personne ne choisit finalement de prendre du poids, de devenir obèse, de prendre du poids. Même si cela se passe finalement dans la tête, quelque part, où il y a des choses qui pourraient prendre leur origine dans la tête, et puis je vais illustrer un petit peu ces propos, eh bien, ce n'est pas un choix, pas quelque chose qui se fait de manière consciente. Hein. Nous sommes tous des êtres finalement sensibles, nous avons des vies, nous vivons des choses, nous avons des émotions au quotidien, nous subissons des choses au cours de la vie. On a un monde interne, et puis des émotions qu'on éprouve, qu'on vit, et auxquelles il faut faire face d'une façon ou d'une autre. Et une façon de faire face à ces émotions, c'est d'essayer de les réguler. Comment est-ce qu'on peut les réguler? Eh bien, à travers peut-être finalement une activité quelconque. Ça pourrait être le sport, ça peut être toute autre finalement activité qui nous permet d'avoir comme une soupape pour retrouver un équilibre, pour retrouver finalement quelque chose qui soit peut-être plus confortable que la situation qu'on a, avec des émotions qui peuvent peut-être parfois être inconfortables justement. Hein, avec cette idée que ben voilà, on pourrait rechercher du réconfort dans la nourriture. Et ça, ce serait un cas de figure dans lequel on parlerait de compensation alimentaire, hein, compensation émotionnelle alimentaire. Pour faire très bref, très schématique, c'est je suis triste, je recherche finalement un réconfort dans la nourriture, je recherche peut-être un petit bout de plaisir, et bien je mange. Je suis stressé au boulot, j'ai des soucis au boulot, je cherche encore une fois un moment pour me détendre, trouver un petit moment de plaisir, je mange. Hein. Donc on a finalement l'idée comme quoi il y a un lien entre notre monde finalement émotionnel et puis nos comportements alimentaires. Donc on sait qu'ils vont avoir un impact sur la prise de poids, peuvent avoir un impact sur la prise de poids. Hein. Donc on peut aussi tout à fait imaginer que voilà, des choses qu'on vit tous les jours, les émotions du quotidien ont un impact sur nos comportements alimentaires, mais aussi peut-être les événements de vie, hein, les choses marquantes, peut-être les traumas aussi, qui peuvent avoir un impact dans notre quotidien et donc avoir un impact aussi sur nos comportements alimentaires. Après, il y a aussi, petite parenthèse, bien sûr, des habitudes qu'on prend avec le temps, peut-être dans des périodes qui sont, selon comment, émotionnellement chargées, positives, négatives, et des habitudes qu'on gardera, même si voilà, notre état psychique a peut-être changé au-delà de cette période, où on a peut-être choisi, en quelque sorte, trouvé peut-être plutôt la nourriture comme un moyen de compenser finalement ces différentes émotions. Ce qui est peut-être important de souligner, c'est que si on n'avait pas le problème de l'obésité, eh bien ce serait quelque chose d'adaptatif. C'est-à-dire, j'éprouve une émotion négative. Encore une fois, prenons l'exemple de je suis au boulot, je suis stressé, eh bien je mange quelque chose, ça me permet de continuer mon travail, d'être efficace, de poursuivre tout simplement ma vie. Dans ce cas-là, c'est plutôt adaptatif. Ça devient moins adaptatif quand le poids
devient un poids, finalement. Raison pour laquelle, voilà, il faut prendre en compte ça, identifier finalement quelles sont les choses qui suscitent chez nous des émotions, qu'on a tendance peut-être à compenser avec l'alimentation, dans une perspective finalement de perte de poids ou dans une perspective de chirurgie bariatrique. Qu'est-ce que l'obésité ou le surpoids implique psychologiquement? Est-ce que ça implique forcément un mal-être, peut-être par rapport au regard des autres qui est difficile à supporter? Oui, il y a des implications du surpoids et de l'obésité concrètement. Hein. Donc, tout à l'heure, on parlait comme quoi, finalement, il y a peut-être les aspects psychologiques, la souffrance psychique qui a un impact sur les comportements alimentaires et qui va peut-être favoriser, générer une prise de poids. Et puis ça, c'est un peu une question finalement inverse, c'est quel impact finalement de l'obésité sur le psychisme. Et là, on observe de manière plus générale comme quoi il y a plutôt un impact, disons, néfaste, négatif du surpoids, de l'obésité sur l'état psychique. Donc quelque chose qui sera plutôt quelque chose qui va peut-être générer une souffrance psychique, si on veut bien, chez les gens. Hein. Différentes raisons pour ça. Hein. On a des idéaux dans une société auxquels il faut correspondre, et puis que si on n'y correspond pas, eh bien, on a l'impression de ne pas correspondre peut-être à une norme, et une certaine souffrance psychique qui pourrait découler de là. On a aussi un certain nombre de stéréotypes auxquels finalement les personnes en surpoids sont sujets, soumis, des stéréotypes, des assimilations. On entend parfois comme quoi, on entend des patients dire comme quoi, on leur reproche de manquer de volonté, alors que on a quand même des bases qui disent que il y a des fois des résistances finalement physiologiques qui font que c'est compliqué, voire très difficile de perdre du poids sans avoir finalement une aide à quelque part. On a aussi des assimilations comme quoi, une personne, de par peut-être cette manque de volonté, est moins compétente qu'une personne dite normale, qui serait dans la norme. Et après, on a aussi cette souffrance qui vient d'un isolement progressif peut-être d'une personne dans certains cas de figure, parce que au fil du temps que le surpoids s'installe, on a un handicap qui s'installe aussi. Hein. La personne qui a un grand surpoids aura de la peine à faire peut-être certaines activités, et donc à investir des activités sociales, se retirer peut-être davantage de ces dernières. Alors, d'une part parce que ça devient difficile, d'autre part aussi peut-être pour essayer d'éviter un petit bout ce regard de l'autre, ce regard qui est peut-être parfois jugeant. On parlait tout à l'heure de manque de volonté, donc ces choses qu'on peut imaginer que les gens projettent et que les gens probablement projettent aussi sur les personnes en état d'obésité. Et on a aussi une impuissance. Quand finalement une personne se trouve en état de surpoids important, une impuissance due au fait que on a essayé, on essaye de perdre du poids, ça marche pas, on a des résistances qui s'installent, ça devient plus difficile. On a finalement cette volonté, mais on n'y arrive pas. Hein. Et ça génère après, encore une fois, finalement une souffrance psychique, et qu'on aura peut-être tendance, et c'est ça le cercle vicieux, qu'on aura peut-être tendance à vouloir finalement compenser un petit bout par l'alimentation, par des comportements alimentaires qui amènent peut-être un petit peu de plaisir, de détente, ou qui nous permettent tout simplement de penser à autre chose. Donc voilà l'intérêt finalement de prendre en compte cette dimension psychique des émotions, de la souffrance, dans la prise en charge du surpoids, de l'obésité. On a bien compris que ça pouvait être un cercle vicieux. Aude-Gué, vous étiez... obèse, on peut le dire, j'étais obèse. Je faisais 120 kilos au début du parcours. Et puis, ce que M. Valdiac dit, c'est complètement juste par rapport au fait qu'on est en fait défini par obésité.
parce qu'on est obèse, on est juste obèse. On n'est pas capable de faire les choses, on est la personne qui n'a pas de volonté. Il faut devoir produire 3 fois plus d'efforts que les gens, entre guillemets, normaux, parce qu'il faut faire ses preuves, il faut prouver qu'on a l'énergie, il faut prouver qu'on a la force, il faut prouver qu'on a la force de caractère, qu'on peut aller un bout plus loin, qu'on arrivera à faire les mêmes choses que les autres, quand au final, on a un handicap qui fait qu'on n'y arrive pas. Et puis, ça devient cercle vicieux petit à petit, parce qu'on s'ancre là-dedans, dans l'image qu'on a de soi-même, dans l'image que les autres nous renvoient de nous-mêmes. Et puis, au bout d'un moment, on associe ce terme obésité à soi-même, et puis on se complète dedans dans une certaine mesure, parce qu'au final, on se démoralise. Et puis, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il y a déjà le regard personnel qu'on a sur soi-même, à se dire « mais j'en suis arrivée là », quand on se regarde le matin dans la glace, quand on va au magasin essayer des vêtements, que ça ne va pas, qu'il n'y a pas la bonne taille, que ce n'est pas spécialement joli les vêtements qu'il y a pour, en tout cas pour les femmes, dans les grandes tailles, ce n'est pas forcément toujours très attractif, on va dire. Puis du coup, ça crée toute cette espèce de microcosme autour de nous, cette bulle, et puis on s'en renferme dedans. Puis c'est dur d'oser en sortir et d'oser faire le pas, de se dire non, l'obésité ne me définit pas. Je suis qui je suis quelqu'un d'autre, et puis oser montrer qui on est réellement. C'est ça qui vous a un petit peu donné envie de pousser la porte du centre de l'obésité? C'était quoi le déclic au final pour vous? Le déclic final, ça a été, j'ai eu mes 30 ans et je me suis dit, ok, tu as 30 ans, tu n'as pas de problème autre que l'obésité, tu n'as pas d'hypertension, tu n'as pas de cholestérol, tu n'as pas de diabète, c'est maintenant ou jamais, prends ta vie en main, fais-le. Et puis, j'avais eu sur mon parcours de vie d'autres personnes qui étaient passées par des chirurgies bariatriques. Je me suis dit, pourquoi pas essayer, aller me renseigner, oser faire le pas. Et puis, je pense que ça a été ma force aujourd'hui rétrospectivement, c'est que j'ai pris cette décision pour moi en disant, en prenant le téléphone, en appelant le centre et en disant, bonjour, écoutez, j'aimerais prendre rendez-vous pour voir, pour entamer une démarche. Puis c'est pas le médecin qui l'a fait pour moi, c'est pas mes proches qui m'ont dit, tu devrais faire attention. Non, c'est venu de moi. On va justement maintenant évoquer l'aspect chirurgical. Alors, je vous propose qu'on change les équipes. Vous restez ici. Oui. Alors, professeur Marvorette, on va parler de chirurgie bariatrique avec vous, vous êtes chirurgien. Qui peut se faire opérer pour l'obésité? Alors, tous les patients obèses qui ont des critères d'opérabilité qui sont reconnus par les assurances, c'est-à-dire ils doivent avoir un certain degré d'obésité. On parle d'obésité à partir d'un certain IMC, indice de masse corporelle. On prend votre poids, on divise par votre taille au carré et vous avez un chiffre qui doit être en dessous de 25. S'il est en dessus de 25 et jusqu'à 30, on parle de surpoids. À partir de 30, on parle d'obésité. Et à partir de 35, on peut proposer une intervention chirurgicale. Ça, c'est ce qui est reconnu par nos assurances en Suisse et ailleurs dans le monde. Par exemple, pour quelqu'un de 165 cm, pour prendre une taille moyenne d'une jeune femme, il faut qu'elle ait 95 kg pour qu'elle soit prise en charge par le centre de l'obésité. Et à partir de 82 kg, elle peut être considérée comme étant obèse. Au niveau des opérations, on parle de bypass, de sleeve. Vous pouvez nous décrire un petit peu ce que c'est? Alors tout d'abord, avant de parler du bypass, j'aimerais quand même dire que c'est un chirurgien suisse qui a inventé le bypass, le roux en Y. C'est un célèbre chirurgien qui a travaillé à l'université, enfin à l'hôpital à Lausanne, et qui a développé la technique en Y, c'est-à-dire au lieu que votre tube digestif de la bouche à l'anus soit un seul tube, comme un I, il le transforme en un Y, c'est-à-dire il y a une partie qui apportera les aliments et l'autre partie qui apportera les sucs digestifs et la digestion se fera que dans la partie du pied du Y. Alors, comme introduction, ça me permet de présenter le bypass gastrique. Le bypass gastrique, c'est une intervention qui est à la fois restrictive et malabsorptive. Le principe d'opération, c'est de diminuer la quantité de nourriture que le patient peut prendre ou qu'il a envie de prendre, de provoquer un sentiment de satiété plus rapide
est de diminuer la surface de contact des aliments avec la muqueuse intestinale pour diminuer l'absorption des médicaments. Donc il y a un principe restrictif, un principe malabsorptif, c'est les deux grands principes. Il y a aussi tout un jeu hormonal qui est bouleversé par cette opération. Il y a des peptides qui sont sécrétés par différentes parties de l'intestin qui donnent le signal au cerveau d'un sentiment de satiété ou un sentiment de faim qui sont complètement remaniés par cette intervention de telle sorte que la patiente ou le patient qui pouvait se faire une pizza grande comme ça, XXL, ben, il a le sentiment de satiété après une tranche de pizza en pouvant manger le même type de qualité de nourriture et en étant suffisamment satisfait de cette nourriture. Parce qu'on ne traite pas la maladie, l'origine de la maladie, parce que c'est une maladie de la graisse, on traite l'absorption des aliments et l'envie de manger. Donc on diminue l'accès à la nourriture pour le corps. Et on remet le thermostat du poids au bon endroit. Ça, c'est la première opération, le bypass gastrique, qui est l'opération de référence aujourd'hui. C'est une opération qui se fait de manière mini-invasive. C'est des petites incisions. Les patients sont vite remis. L'hospitalisation, je ne sais pas comment c'était pour vous, parce que je ne me rappelle plus. C'est 2 jours d'hôpital. On a l'impression que c'est rien, mais c'est un très gros travail à l'intérieur. Et c'est un épiphénomène pour le patient parce qu'il y a eu toute la préparation avant dont on a un peu parlé. L'opération, c'est 2 jours, c'est un peu plus d'1 heure d'intervention, mais c'est un tout petit moment de sa vie. Il ne faut pas focaliser là-dessus. Le deuxième type d'intervention, c'est la sleeve gastrectomie, c'est-à-dire une gastrectomie longitudinale. On enlève les 2/3 de l'estomac, on en fait un tube qui peut contenir 100 à 150 millilitres. C'est une intervention qui est un peu plus récente. Les bypass ont commencé dans les années 50, et les sleeves en 88, la première par un Américain, et qui a principalement l'effet restrictif, moins malabsorptif, mais qui a aussi un effet du jeu hormonal. Avec les aliments vont plus vite dans l'intestin, les hormones passent plus vite dans le sang et donnent le signal au cerveau que vous avez assez mangé. C'est la deuxième intervention qu'on fait un petit peu moins chez nous. Elle est techniquement un peu plus facile. Elle enlève une partie de vos organes alors que le bypass ne le fait pas. Et puis, elle est plus largement pratiquée dans le monde. Dans le monde, c'est la numéro 1 qu'on ne pratique pas en Suisse. Chez nous, c'est le bypass gastrique. Puis après, il y a d'autres interventions plus complexes pour des situations plus particulières. Au final, la chirurgie arrive après un long parcours, après de longs mois. Pourquoi c'est important d'avoir ce suivi pendant des mois et de ne pas se précipiter pour une opération? C'est un itinéraire qui est tout en patience. D'une part, c'est pour réduire les risques opératoires, les complications post-opératoires, et aussi pour augmenter le résultat significatif en termes de perte pondérale, justement. Moi, j'aime bien l'image du voyage. C'est un voyage avec différentes escales. Il y a 3 étapes importantes dans ce voyage. C'est l'information. Donc, l'évaluation, l'information. Le patient est évalué par le chirurgien, par les diététiciennes, pour vérifier que, d'une part, il répond aux critères de l'intervention et pour prendre connaissance du contexte de vie de la personne. Ensuite, il y a l'information où le patient assiste à différents cours avec médecin endocrinologue, diététicienne, psychologue. Et puis, il prend connaissance des impacts que l'opération peut avoir sur sa vie. Ça lui permet aussi de confirmer ou d'infirmer son choix par rapport à cette opération. Et s'ensuit la préparation, où là, c'est un voyage autour du comportement alimentaire. La diététicienne, elle regarde avec le patient s'il y a des troubles du comportement alimentaire, comment retrouver une alimentation sereine, et puis adapter l'alimentation au futur montage gastrique. Et le processus, il est vraiment propre à chaque patient, il est adapté, il dure en moyenne 1 année. Si
Si on veut jouer l'avocat du diable, on dirait que la chirurgie, c'est une solution de facilité, mais ça ne l'est pas. On entend beaucoup ces propos chez nos patients ou dans la population en général. Moi, je pense que c'est tout le contraire, vraiment. Quand je vois le parcours de nos patients, ça demande une gymnastique cérébrale très importante, notamment par rapport au comportement alimentaire. Il va passer par la mise en place de nouveaux comportements, différentes étapes au niveau de l'alimentation. Il devra réduire son alimentation en énergie, en sucre, en graisse. Après, manger hyperprotéiné, ensuite mixer, et pour enfin retrouver un équilibre alimentaire. Et puis, alors qu'au départ, on leur apprend à se reconnecter avec les sensations alimentaires de faim, de satiété, souvent, la faim, elle disparaît après l'opération. Donc, ça peut être perturbant. Aude, vous avez bénéficié d'une sleeve, Oui. c'était en 2019. Vous pouvez nous raconter un peu comment vous avez vécu déjà tout ce parcours, puis ensuite l'opération, comment vous avez vécu ça? Alors, le parcours s'est bien passé. Ce n'était pas ma première rencontre avec des diététiciennes à l'époque. Plus jeune, j'avais déjà eu des diététiciennes sur mon parcours. Donc, il y avait déjà quelques notions de base qui étaient là, qui étaient présentes. Je dirais que j'avais des habitudes alimentaires qui n'étaient pas mauvaises, mais j'avais perdu cette connexion en fait, à l'alimentation, au plaisir des saveurs, au plaisir du moment, et puis simplement de se dire je mange, donc je suis dans l'activité de manger maintenant. Après, c'est vrai qu'on passe par toutes ces phases de mixer hyperprotéiné, après il faut faire attention aux graisses, ce qui fait parfois quelques petits accidents, où on mange un petit peu trop gras, puis c'était la bouchée trop, puis on se dit oh là là, je suis pas bien, et puis c'est ça, mais ça fait partie justement de ces apprentissages, d'apprendre à se connaître, puis en même temps j'ai envie de dire que ça refait cette connexion. Tout au long du parcours, on se reconnecte avec l'activité de manger, réapprendre à apprécier le moment, à apprécier les aliments, et puis en fait après c'est maintenant qu'on connaît les aliments, qu'on sait quel goût ils ont, comment on les apprécie ou on ne les apprécie pas, c'est en fait de se dire, ok, dans quelle mesure est-ce que cet aliment me convient encore ou pas. Après l'opération, typiquement, les tomates, c'est quelque chose qui passe plus spécialement bien parce que c'est trop acide. Et puis voilà, donc c'est un aliment que je vais un peu laisser de côté, puis en même temps qui ne m'intéresse pas plus que tant. Par contre, les aliments que j'aimais, je les apprécie encore plus. Et l'opération en elle-même, comment ça s'est passé? Alors c'était un grand moment d'émotion. C'était la première fois que je me faisais opérer, donc ça a été beaucoup. Et ça s'est très bien passé. La convalescence s'est aussi très bien passée. Voilà, pour moi, ça a été vraiment, c'est une nouvelle naissance. C'est le début d'une nouvelle aventure. Et puis pour ça, je serai toujours reconnaissant à l'entier de l'équipe du Centre de l'obésité parce que ça m'a ouvert une nouvelle porte et puis ça m'a donné une seconde chance. Donc c'était vraiment du positif. Et c'était pas tout beau tout rose. Hein. Les premiers jours, c'est un peu compliqué. Le fait que ce soit peu invasif, c'est par laparoscopie, il y a quand même pas mal de gaz. Le temps de les éliminer, c'est pas spécialement agréable. On va pas non plus rendre la vie et l'opération toute belle, toute rose. Et justement, casser cette image de baguette magique que beaucoup de gens ont, c'est un préjugé qui est tellement répandu dans la population. Au final, t'es obèse, fais-toi opérer. Et je me suis retrouvée il y a quelques semaines en arrière dans un repas avec des connaissances. Et puis autour de la table, il y avait une personne qui, elle, avait eu un bypass il y a une année. Et c'était drôle parce qu'on s'est retrouvés un peu les deux à manger moins vite que les autres, à beaucoup plus savourer. Et je crois que les autres convives autour de la table ont pris conscience à ce moment-là que, ah ouais, en fait, quand on se fait opérer de l'estomac puis qu'on a une chirurgie bariatrique, c'est pas une baguette magique parce que du coup, vous mangez pas comme nous. Enfin, vous mangez les mêmes choses que nous, mais pas comme nous. Et puis c'est vrai qu'au final, je pense que c'est qu'en partageant ces histoires, en discutant autour de la table, ça ancre gentiment dans la population que c'est pas une baguette magique. Et c'est pas facile. Et puis qu'il y a des moments où on se dit, mince, j'aurais pas dû prendre cette dernière bouchée qui me faisait tant envie. Justement, on va parler des suites de l'opération. On va faire un petit tournus d'équipe. Je vous rappelle que vous pouvez toujours poser vos questions. On y répondra à la fin de cette conférence en dernière partie. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'adresse qui figure sur la chaîne YouTube du RHNE.
Alors, la nouvelle équipe arrive. On va parler des suites opératoires et on va parler de la reprise de l'activité physique avec de nouveaux intervenants qui sont le docteur Alain Sadi, qui est chirurgien. Bonsoir. Bonsoir. Et Pierre Collin, qui est physiothérapeute. Alors, docteur Sadi, on a parlé de l'opération en elle-même. Il y a aussi les suites opératoires. À quoi il faut faire attention après l'opération? Alors, il faut dire que c'est bien, hein, on a eu en fait l'explication en direct de quelqu'un qui a vécu. Et voilà, on a parlé de la baguette magique, on a parlé de différentes choses comme ça, la facilité, c'est pas facile ou c'est facile. Tous les patients qu'on va opérer vont à un moment donné ou à un autre avoir des problèmes. Sans exception. Après, ce n'est pas tant ça qui est important. Ce qui est important, c'est les repérer, les détecter et les traiter. Parce que si on a une autre maladie, c'est un peu pareil, hein. Alors, dans le post-opératoire, il faut distinguer le post-opératoire immédiat, où là, les patients restent à l'hôpital très peu de temps, mais on peut avoir des difficultés aussi quand on rentre à la maison et potentiellement des complications plus sérieuses. Et il y a quelques signes qu'on peut surveiller pour détecter plus précocement d'éventuels problèmes et les traiter. Et nous, on a décidé que tous les patients qu'on opère et qui rentrent à la maison, et comme justement ils peuvent aussi développer des difficultés potentiellement, on leur prête un appareil comme celui-ci. Il mesure quelques paramètres clés que les patients font eux-mêmes, ils notent sur une feuille, et s'il y a des valeurs qui dépassent un certain seuil qu'on a déterminé, eh ben, ils sont invités à appeler la clinique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça, c'est pour la période post-opératoire immédiate. Évidemment, il peut aussi y avoir des difficultés qui surviennent plus tard, et ils sont multiples. Mais un point particulier à avoir sur les carences alimentaires, parce que si on absorbe moins d'énergie, si on absorbe moins de calories, bon, potentiellement on absorbe aussi moins de vitamines, d'oligo-éléments, etc. D'où la nécessité d'un suivi régulier, à vie. Ça ne s'arrêtera pas. Au début, c'est rapproché, puis ensuite espacé de plus en plus par une équipe pluridisciplinaire. On a vu l'importance que l'ensemble des spécialistes, que ce soit les diététiciennes, les psychologues, les physiothérapeutes, en fait, ça a été dit, nous, chirurgiens, on intervient très peu. Et c'est le reste de l'équipe qui fait le gros du travail, et surtout les patients. Parce que finalement, le travail sérieux du terrain, on va dire, c'est le patient qui le fait. L'objectif, c'est la perte de poids. La perte de poids commence quand et elle finit quand? Alors, il faut dire que la chirurgie bariatrique aujourd'hui, c'est encore le meilleur traitement pour faire perdre du poids au long cours. Il y a des médicaments prometteurs qui sont partis sur le marché, d'autres qui sont en train de développer. C'est bien, ça va augmenter les possibilités, mais aujourd'hui, c'est la chirurgie bariatrique qui donne les meilleurs résultats à long terme. Les patients perdent, selon le type d'opération, entre 25 et 35% de leur poids. C'est très important. Donc c'est vraiment une perte forte, d'où le suivi, d'où l'importance de garder les muscles pour ne pas être trop fatigué, de ne pas avoir trop de carences. Et cette perte pondérale survient très rapidement les premiers mois. À partir de 6 mois, on perd encore un peu, mais de moins en moins. Et après 2 ans, à peu près tout le monde a stabilisé. Puis après, tout le travail qui est à faire, c'est de garder cette perte pondérale au long cours, parce qu'une maladie qui est chronique, qui n'est pas guérie, donc qui est sous contrôle, peut-être avec les traitements, mais qui n'est pas guérie, eh ben,
elle est au fond, elle est là, et le suivi doit aller avec tout le long de la vie. Est-ce que les maladies qui sont liées à l'obésité, est-ce qu'elles sont également résolues avec cette perte de poids ou pas? Alors, elles sont améliorées. Bon, de nouveau, quand on ne guérit pas une maladie, on ne peut pas dire que tout ce qui va avec est guéri. Par contre, il y a beaucoup de choses qui sont améliorées, évidemment, et c'est corrélé en grande partie à la perte pondérale. On peut mettre en rémission, par exemple, quelqu'un qui est diabétique, surtout s'il est diabétique depuis récemment, pour plusieurs années, parfois jusqu'à 10-15 ans. Très souvent, l'hypertension s'améliore, l'apnée du sommeil, mais des choses auxquelles on ne met pas toujours sur le plan métabolique au premier plan, c'est l'activité physique. Mais quand on dit l'activité physique, alors certainement il y a le sport où les gens pensent à la performance, mais c'est d'aller jouer avec ses enfants. On a vu la vidéo en annonçant cette conférence. C'est de faire les activités de tous les jours qui font plaisir et de pouvoir les faire. Et puis d'avoir une image de soi qui change. Alors, ce n'est pas parce qu'avant on était moins bien, mais on prend conscience à travers la prise en charge dans le centre pluridisciplinaire qu'il y a des choses qui sont à changer, en soi indépendamment du poids. Mais le fait qu'il y ait cette prise en charge globale, ça permet certainement d'améliorer ça. Et il faut dire, ça a été dit de plusieurs manières, mais il y a une stigmatisation de ces personnes qui est inacceptable. Et une partie de notre travail, c'est aussi ça. Certes, c'est les traitements, certes, c'est les préventions, mais éviter et combattre la stigmatisation, ça, c'est aussi une grande partie de notre travail, et ça, c'est l'affaire de chacun. Pierre Collin, vous êtes physiothérapeute, vous intervenez aussi au centre de l'obésité. Vous proposez un programme de sensibilisation au mouvement. Vous pouvez nous en parler? Alors, effectivement, donc c'est un programme qui est inclus dans les différentes phases du programme. Et puis, dans ce cadre-là, on va chercher à donner envie aux participants de faire un petit peu d'activité physique. Alors, envie d'en commencer pour ceux qui n'en feraient pas, ou alors de reprendre peut-être une activité physique qu'ils faisaient par le passé et puis qu'ils ont tout à coup arrêté, soit pour justement des questions de mobilité, de douleur, etc. Donc c'est ça un petit peu l'idée, c'est de pouvoir leur redonner une envie de bouger et puis surtout d'avoir accès à une activité qu'ils peuvent faire aussi chez eux, pas forcément de devoir sortir de leur domicile pour pratiquer une activité. Quels sont les freins justement qui empêchent les patients, les personnes en situation d'obésité de faire des activités physiques? Alors il y a beaucoup de freins différents, je pense que c'est quand même très personnel, mais je peux, disons, distinguer quelques-uns qui sont quand même assez généraux. Je pourrais dire, par exemple, le premier frein, ce serait les douleurs. Quelqu'un qui est en surpoids, il aura une surcharge au niveau de ses articulations, et très souvent, il y a des douleurs, et pas uniquement au niveau des hanches ou des genoux, ce qu'on pourrait peut-être attendre, mais il y a tout le reste du corps, la colonne vertébrale, les épaules, et c'est vrai que de faire des mouvements quand on n'a pas justement des articulations en très bon état, c'est vraiment un frein. Parce que les gens, après, ont peur, justement, voilà, j'ai peur de commencer à faire une activité physique ou de le faire de manière un petit peu plus intense, parce que j'ai peur qu'après, je souffre davantage. Donc c'est un des freins. Un autre frein, on l'a déjà dit tout à l'heure, le docteur Sadi l'a dit, c'est par exemple la stigmatisation. On a peur du regard des autres, donc on va pas forcément très facilement au fitness ou pas forcément à la piscine. Pour ne citer que 2 exemples, mais toutes les activités en dehors du domicile sont souvent un tout petit peu problématiques. Et le regard que les gens peuvent porter sur une personne qui est en surpoids, eh bien, ça peut freiner ces personnes à sortir de leur domicile. Et puis alors un autre frein que je dirais auquel on ne pense pas forcément, mais c'est le temps. Parce que si vous voulez faire de l'activité physique, il faut du temps. Et puis, on est dans une société où on est même en surpoids, on a une activité professionnelle pour la plupart des gens, ou alors une activité familiale si on ne travaille pas en dehors du domicile, mais enfin, on n'a pas plus que 24 heures par jour. Et c'est vrai que si on veut faire une activité physique qui prend un petit peu du temps,
eh ben, il faut trouver ce moment pour le faire. Et un des obstacles, c'est justement que les gens n'arrivent pas à trouver ce temps. Alors, ils casent tout à coup 10 minutes d'exercice à un petit moment, puis le lendemain, un autre moment. Et puis finalement, en fin de compte, on ne fait plus d'exercice parce que si on commence une fois tôt le matin, le lendemain plutôt à midi, le surlendemain le soir, ben, le 4e jour, on finit par ne plus le faire. L'activité physique, on ne parle pas forcément de sport. Peut-être que ça, c'est un mot peut-être qui peut faire un peu peur, mais par exemple de faire un ménage à fond, c'est de l'activité physique quand même. Alors, le ménage est une activité physique. Le docteur Sadi parlait de garder ses enfants, c'est une activité physique. Bien évidemment, tout est une activité physique. Après, bien sûr, tout dépend de l'intensité qu'on fait. Et l'idée, justement, de ce programme de sensibilisation au mouvement, c'est de proposer toute une gamme d'exercices qui n'est pas scolaire, ou que les gens peuvent s'approprier, et puis qu'ils peuvent reproduire à domicile, si possible, dans un temps bien défini qu'ils ont pris. Il y a des gens qui sont du matin, il y en a qui sont du soir. Donc voilà, chacun est appelé à piocher un petit peu dans une série d'exercices et à se créer son propre programme personnalisé qu'il puisse reproduire de manière régulière, le plus régulièrement possible, pour tenir dans la durée, puisque comme on l'a dit, c'est pas juste une semaine après l'opération, puis après c'est fini. On travaille sur le long terme. Si je dois... C'est un programme et des exercices pour tout le monde, hein, pas pour ceux qui sont en surpoids, en obésité. C'est super bien fait, moi je fais aussi. C'est bien de le dire. On fait le haut du corps, le bas du corps, c'est pour tout le monde. Oui, c'est bien de le dire. Aude, vous avez dit avant que vous étiez à 120 kilos. Ouais. Est-ce que nous vous demandez la perte de poids actuellement? Ça fait plus de 2 ans maintenant. Ça fait donc, plus de 2 ans, exactement. Vous êtes stabilisée? Stabilisée, et puis j'oscille entre les 62 et 63 kilos. Vous avez perdu 58 kilos. Ouais. Vous avez pris avec vous un pantalon. Un pantalon. Ouais. Si vous avez envie de le montrer. Mais oui. J'en ai gardé un en mémorabilia, on va dire. Juste pour que je me rappelle un peu dans les coups de blues ou quand ça va pas, et puis de se dire, ouais, t'étais là en fait, et puis c'était ça. Je pense qu'aujourd'hui, je rentre dans un canon presque. En fait, ce que j'aime bien pour aller avec ce que vous dites, c'est que les douleurs, il y a les douleurs articulaires, mais il y a aussi toutes les douleurs cutanées, où typiquement, avec des vêtements qui ne sont pas forcément adaptés, où c'est compliqué d'en trouver. Parfois, il y a certaines marques qui se mettent à faire justement pour les personnes en surpoids. Mais typiquement, mes pantalons ont ce stigmate de ça, en fait. Tout simplement, moi, j'avais un problème, c'était mes cuisses qui frottaient parce qu'elles étaient grosses. Ça, c'est un frein à faire du sport, à faire une activité, parce qu'au final, on commence, ça brûle, c'est pas confortable, on se sent pas bien, on n'est pas à l'aise dans les vêtements qui sont un peu trop serrés, ça fait des tensions. Puis tout ça, c'est des choses qui sont bonnes, quoi. Bêtement, moi j'aime bien maintenant, je peux m'asseoir accroupie avec ma fille pour jouer par terre, typiquement. C'est des choses que je ne pouvais pas faire. Je vais pouvoir aller marcher, aller faire du vélo sans avoir justement cette friction de la peau avec les vêtements. C'est magique, quoi. Ouais. C'est vraiment... Ça change la vie, ouais. Vraiment, ça change la vie. Justement, c'est une renaissance. Vous avez parlé avant de renaissance. Elle ressemble à quoi, votre vie aujourd'hui? Ouh là là. Les journées de 24 heures ne sont pas assez longues en fait, mais grâce à la perte pondérale, grâce à l'opération, grâce à toutes les choses qui ont changé dans ma vie, j'ai retrouvé un souffle de vie en fait. C'est comme si on avait réinjecté un bout de vie en moi et puis de se dire ok mais non vas-y fais les choses. Et puis ça passe par profiter des petits plaisirs, en même temps de se dire tiens j'ai réussi à faire ça aujourd'hui. Et puis c'est vraiment profiter de chaque instant quand il est là. Que ce soit pour un repas, que ce soit pour un verre, que ce soit en faisant une activité sportive, en jouant avec les enfants, en allant se balader à la plage ou en faisant du roller. Je me suis remise au roller quand ça faisait des années que je n'osais pas en refaire. Puis, c'est super, c'est de se dire, voilà, j'ose de nouveau faire les choses. Puis c'est vrai que c'est fou, mais le stigmate qu'il y a sur les personnes obèses, ça ferme dans une prison. Et puis c'est justement quand on a plus poids qu'on réalise à ce moment-là, mais mon Dieu, dans quelle cage je me suis fermée pendant tant d'années. Et puis. Et c'est la même personne, hein? Ouais, elle avait le droit à la même chose avant, hein? Oui. C'est pas parce qu'on a perdu du poids que c'est différent. J'avais le droit, mais je me le donnais pas en fait. Je me le donnais pas parce que le regard des gens me faisait me bloquer et ne pas me le donner. Est-ce que le changement physique peut impliquer un changement de personnalité?
Ou bien est-ce que vous vous êtes révélé à vous-même en enlevant le poids? Je sais pas si c'est un changement de personnalité. J'ai pas l'impression qu'on m'ait opéré le cerveau puis qu'on me l'ait changé, ni le cœur. Je confirme. On n'a pas fait ça. Mais je pense qu'en ayant le regard sur soi qui change, de voir une autre personne dans le miroir, fait qu'on prend conscience de soi différemment et du coup, certainement que ça implique qu'il y a des changements de comportement, de caractère. Je suis certainement beaucoup plus sûre de moi, heureuse, bien dans ma peau, bien dans mes baskets et j'ose beaucoup plus aller vers les autres, aller vers les gens qu'avant où non, ça va bien. Si on ne me parle pas, si je peux rester dans mon coin, ça me va aussi en fait. Donc, ouais. Merci beaucoup à tous nos intervenants. Je vous propose qu'on passe à la série de questions. Et puis peut-être que tout le monde peut venir pour y répondre. Les questions, elles sont là. D'accord. Il y en a 4. Donc, qui est plutôt juste un remerciement. Oui, d'accord. Alors, nous avons une première question. Si on est atteint d'un lipoœdème, peut-on faire une opération bariatrique? Alors, peut-être que je me tourne vers La spécialiste. la spécialiste. Alors, qui entraîne une accumulation anormale de graisse. L'obésité en état, c'est une accumulation anormale, une accumulation corporelle de graisse anormale. Le lymphadème, c'est une accumulation aussi de l'eau. Donc, si la personne se trouve en même temps en état d'obésité, oui, elle peut être candidate si elle remplit les critères que le professeur Vorette nous a expliqués. Elle peut avoir accès à la chirurgie bariatrique ou en traitement d'obésité en tout cas. Mais oui, c'est... Pardon. Donc, je ne sais pas si... OK. Oui, si elle remplit les critères et nous avons une accumulation de graisse aussi sous-jacente, oui, bien sûr, elle peut être candidate. Alors, cette même personne demande si on a beaucoup d'intolérance alimentaire, peut-on quand même être pris en charge? Alors, les intolérances alimentaires ne sont pas une contre-indication à l'opération. Ça ne va pas forcément régler le problème de l'intolérance, ça peut en soulever d'autres. Par contre, je pense notamment à l'intolérance au lactose, qui peut survenir après un bypass gastrique. Et puis encore une question de cette même personne. Si on a tendance à faire des adhérences, peut-on quand même faire une opération bariatrique? D'abord, comment elle sait qu'elle fait des adhérences? Ça, c'est la première question. Oui, on peut faire une opération bariatrique malgré des adhérences. On choisira l'opération adéquate pour ça. Typiquement, vous avez eu une sleeve, c'est une opération qui est plutôt choisie quand il y a des gros risques d'adhérence chez les jeunes dames, les jeunes femmes et aussi selon le choix de la patiente. Je pense que vous avez aussi pu choisir un peu l'intervention que vous avez souhaitée. Il y a des indications pour les sleeves que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, par exemple les patientes ou patients qui ont des problèmes de calculs rénaux. On sait qu'avec la sleeve, il y a moins de calculs rénaux, c'est plus indiqué quand il y a des maladies rénales de faire la sleeve. Par contre, il y a des contre-indications à la sleeve. Quand il y a vraiment une hernie hiatale et une maladie de reflux sévère, c'est plutôt pas la sleeve qu'on choisira. Donc, voilà ce que je peux dire de l'opération, ce que je peux répondre à votre question. Alors, on a une nouvelle personne qui nous demande que conseilleriez-vous à une patiente avec un IMC de 39 qui aimerait se faire opérer et qui hésite sur les deux différentes opérations, donc la sleeve et le bypass gastrique? Je vois très bien qui a pu causer la question. Je crois que la difficulté, c'est de choisir l'opération pour le patient. Il faut comprendre que le patient doit bien adhérer au type d'opération qu'il va choisir. S'il choisit la sleeve, il sait qu'il a un risque à long terme d'avoir une deuxième opération parce qu'il aura du reflux, parce que le reflux peut plus se développer après la sleeve. Mais c'est une opération où on enlève un bout d'estomac. On ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas le greffer après. Le bypass, on n'enlève rien du tout. Et on fait un court-circuit.
c'est une opération qui est un peu plus complexe chirurgicalement, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, et qui est une opération de référence. Mais je crois que si elle hésite, ça veut dire qu'elle hésite avec la sleeve. Et je pense que si elle n'a pas de contre-indication pour la sleeve, il faut choisir la sleeve. La sleeve, si elle fait un reflux, le risque, c'est qu'on puisse lui proposer 4, 5, 6 ans plus tard une deuxième opération où on transforme la sleeve en bypass. Ça, c'est possible. Mais transformer en bypass en sleeve, ce n'est pas impossible, mais c'est vraiment compliqué. Et ce n'est pas idéal. Donc, si elle hésite parce qu'elle pense qu'elle aura moins de malabsorption avec la sleeve, ben, choisissons la sleeve. Mais c'est vraiment... On est là pour l'aider à faire le choix. On est là pour discuter avec les gens, mais s'ils hésitent encore, ben, qu'ils contactent encore le chirurgien et puis qu'ils disent écoutez, je crois que voilà pourquoi j'hésite, puis on en parle ensemble. Mais c'est le choix qu'on fait avec la patiente. Alors on fait une petite pause dans les questions parce qu'on a reçu un message sympathique que je voulais vous transmettre. Ayant été opéré d'un bypass à Pourtalès début 2020, je remercie d'abord tous les spécialistes pour leur excellente préparation et pour le suivi si précieux. J'ai une profonde admiration pour tous ces spécialistes qui nous accompagnent. Le professeur Voret et toute l'équipe du Centre de l'obésité sont mes sauveurs. Merci. Merci. Une nouvelle question. J'ai fait un bypass gastrique en 1999 et à ce jour, j'ai repris 20 kilos. Vers qui puis-je me retourner? Car même avec un régime, on perd puis on reprend. Venez nous voir, pas de problème. Alors, juste pour une petite note qu'on n'a pas dit dans toute la conférence, dans toute cette exposé, notre filière, notre introduction et la porte d'entrée, c'est le chirurgien. C'est bien sûr les secrétaires qui récoltent les demandes et c'est le chirurgien. On a fait exprès de faire comme ça parce que c'est un centre pour évaluer si les patients sont opérables. Et puis les gens ont entendu parler de la chirurgie, ont entendu parler du chirurgien lambda qui a bien réussi l'opération chez telle personne. Et il a besoin de voir le chirurgien. Et nous, comme chirurgiens, autant le docteur Sadi que moi, on ne leur parle pas d'opération la première fois. On leur dit, voilà comment on va travailler. Voilà comment on va évoluer, parce qu'il faut que vous compreniez votre maladie, qu'on puisse vous prendre en charge par des spécialistes qui ne vous voient pas comme une obèse, mais comme une personne qui a une obésité, une maladie chronique, avec toutes les complications qu'elle a. Et nous, tout seuls, comme médecins, individuellement, ou comme diététicienne, comme psychologue, comme endocrinologue, on n'arrive pas à voir tous les aspects. Et on se complète. Et c'est un peu comme une marguerite, la patient au milieu, et puis on est tous les pétales autour du patient pour voir différents aspects. Et ça, en 1999, ça ne se faisait pas aussi bien qu'aujourd'hui. Peut-être juste pour information, est-ce que ces chirurgies, est-ce que le suivi est remboursé par les caisses maladies? Oui, c'est un point très très important, évidemment. Donc on a dit qu'il y avait des critères. Et les centres, au-delà de ces critères, doivent être reconnus par l'Office fédéral de la santé publique. Et il y a des critères liés à la pluridisciplinarité du centre et aussi à tous les moyens techniques qu'il doit avoir. Il y a deux types de centres en Suisse, les centres dits primaires qui font les opérations standards et il y a des centres de référence qui peuvent faire tous les types d'opérations, y compris les plus complexes. Et c'est le cas de notre centre depuis 2017. Et quand on est pris en charge à l'intérieur d'un centre pluridisciplinaire, il n'y a pas que le nôtre, hein, donc en Suisse romande, il y en a évidemment plusieurs et dans chaque région, et bien là, c'est pris en charge automatiquement par l'assurance de base sous ces conditions. Ok, alors je crois qu'il est l'heure de conclure déjà, après cette heure passée ensemble. Donc nous avons bien compris que le Centre de l'obésité du RHNE propose un suivi pluridisciplinaire des patients afin de traiter la maladie de l'obésité de manière globale et humaine, c'est important.
Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette conférence. Vous pouvez la retrouver en ligne, en tout temps. À partir de maintenant, elle sera enregistrée, elle sera disponible en tout temps. Et si nous n'avons pas répondu à toutes les questions, n'hésitez pas à envoyer un email au centre de l'obésité. L'adresse, c'est obésité@rhne.ch. Vous retrouvez toutes les informations sur le site internet du RHNE. Merci beaucoup à nos intervenants. Merci beaucoup à Aude, la patiente, de nous avoir partagé son vécu. Et merci beaucoup à tout le monde. Bonne soirée. Au revoir.